Donc, la réunion est enregistrée. Je viens de recevoir un message, c'est ça, Audrey? Oui. Donc, ce groupe a commis une lettre qui s'appelle « L'esprit scientifique, un cap à tenir pour les associations d'éducation populaire ». Lettre adressée avant tout à l'interne, c'est-à-dire aux responsables associatifs, aux formateurs, aux formatrices, aux animateurs, animatrices de nos organisations. Et donc, s'il fallait le résumer, c'était le texte de l'invitation de ce webinaire. Nos mouvements d'éducation populaire s'intéressent-ils encore à la formation de l'esprit critique? Quel rapport à l'éducation aux sciences par les sciences? En quoi cet esprit scientifique est un enjeu majeur pour analyser les questions de société actuelles, autant sur la laïcité, pour la compréhension d'une crise sanitaire, ou sur l'utilisation des médias, pour ne prendre que quelques exemples. Donc, le webinaire va se dérouler en plusieurs parties. On va tout de suite, après mon petit topo, répondre à un petit sondage qui va nous permettre d'avoir un panorama très partiel de qui sommes-nous et ce que nous attendons de ce webinaire, qui se terminera à 18h30. Et après ce petit sondage, les différents membres du groupe d'appui se présenteront et feront une présentation un petit peu plus précise de la lettre et puis de ce que leurs organisations peuvent attendre d'un tel webinaire. Et puis ensuite, le temps principal sera consacré à un échange sur des précisions, sur des propositions, sur des désaccords. On verra ce qui voilà, sortira de ces échanges. Et on se prendra 10 minutes avant la fin de la réunion pour, pas forcément conclure, mais en tout cas donner des perspectives territoriales et nationales de ce webinaire. Donc là, je vais faire ce que je n'ai jamais fait encore avec la plateforme Zoom, c'est-à-dire que je vais lancer un sondage que normalement vous allez voir apparaître quelque part, et je vais vous inviter à y répondre au fur et à mesure que vous voyez les questions. Donc, si au moins un ou deux testeurs, testeuses peuvent me dire si c'est bien apparu sur vos écrans. Audrey? J'ai rien. Non, pas encore. Voilà, ça y est. Bon. Ça y est, c'est bon? Très bien. Alors, la première question est une question sur l'organisation par laquelle vous participez aujourd'hui à ce webinaire. Donc, est-ce que vous êtes membre d'une association membre du CNAGEP? Toujours une association membre du CNAGEP, mais qui en plus participe au groupe d'appui Sciences par les sciences, ou une autre organisation? La deuxième question est une question d'ordre géographique. Alors on est absolument désolé parce que nous aurions préféré avoir une question plus rationnelle avec les vrais noms des régions, mais Zoom nous a interdit de dépasser les 10 réponses proposées. Alors, comme vous le savez, il y a plus que 10 régions en France. Donc, on a coupé la France en 4 et à vous de vous situer dans un de ces... Ou pour le sud-ouest. Forcément, je savais qu'il y avait des gens... voilà, c'est à vous de choisir. Troisième question, c'est votre position dans votre structure. Êtes-vous animateur, animatrice, formateur, formatrice, responsable de la structure? Et je crois que pour cette question, vous pouvez répondre à plusieurs catégories. Et enfin, dernière question, c'est les raisons de votre participation à ce webinaire. Besoin de précision, partage du point de vue et possibilité d'y apporter une précision quant à sa position. Troisième option, c'est un désaccord vis-à-vis de cette lettre. Et une autre raison.
Alors, Audrey, j'ai besoin d'un petit support technique de ta part parce que je ne sais pas… Lire les pardon, réponses. c'est marqué 27 sur 44. OK, donc j'attends encore un petit peu. Je vois le pourcentage de réponse. Donc là, je vais essayer d'attendre qu'on soit le plus proche possible des 100%. Il n'y aura pas 100% parce que moi, je n'ai pas le droit de voter, en fait, Audrey, en étant animateur du sondage. C'est ça, hein? C'est pas Tout à grave, hein, fait. Moi non plus. Nous non plus. OK, donc ça veut dire que là, les 3 qui me manquent, c'est les 3 qui sont en partage d'administration du sondage, c'est ça, Audrey? Alors, normalement, on n'est que 2 à être 2. en Ah partage. bah c'est bon, mais- alors donc 42 sur 44 ont voté, Voilà. donc normalement c'est OK. Donc là, je fais mettre fin au sondage, c'est ça? Est-ce que tout le monde a bien pu lire, en effet, les petits pourcentages qui apparaissent? Et si je mets fin au sondage, est-ce qu'on voit la synthèse apparaître ou ça disparaît? Pour l'instant, on ne la voit pas, en tout cas, nous. Non, en fait, ça apparaît finalement chemin faisant. Ça apparaît au fur et à mesure, le pourcentage pour chaque réponse. Oui, mais pareil, visiblement, il n'y a que les administrateurs qui doivent le voir, Audrey. Donc il faut que Il j'imagine faut que tu partages ton écran. il faut que je partage mon écran. Non, j'y arrive pas, Audrey. Donc, si tu veux bien, toi, partager ton écran, parce que je vais avoir du mal à parler et à faire cette manip en même temps. Donc, Alors, il faut qu'on fasse vite, parce que normalement, dans 2 minutes, je dois terminer cette introduction et résultats du sondage. est-ce que, parce que du coup, moi, je ne vois plus rien. On Est-ce voit que ton fond d'écran pour l'instant. Ouais, on voit ton fond d'écran avec une Donc, en joggeuse fait, sur une non, plage. vous ne le voyez Ok. pas. Non. Bon. Et sinon, vous nous lisez les résultats, en fait. Oui, oui. Donc, 55% font partie d'une association membre du CNAGEP, 17% d'une association membre du CNAGEP et qui participe au groupe d'appui Sciences par les sciences, et 29% font partie d'une organisation qui n'est pas membre du CNAGEP. Concernant les pôles géographiques, 43% viennent du nord de la France, 24% du sud de la France, 10% de l'ouest et 24% de l'est de la France. Il y a 14% d'animateurs, animatrices, 10% de formateurs, formatrices, 36% de responsables et 40% d'autres. Donc, quand les gens prendront la parole, ils pourront nous dire ce que c'est que ce statut autre. Et enfin, les motivations pour participer à ce webinaire. Il y a 0% de désaccord, 19% de questions, besoin de précision, 21% de partage de points de vue et souhait de préciser une position, et 71% qui viennent à ce webinaire pour une autre raison. Ouais. Ah oui, donc en fait, c'est ça. J'aurais pu faire ça, partager les résultats. Là, maintenant, vous devez les voir. Je ne savais pas, je n'avais jamais fait la manip. Voilà. Voilà, donc dans la minute qui nous reste, vous voyez que normalement, je ne vous ai pas menti. Voilà, donc j'arrête de partager les résultats. Et je vais donc laisser la parole à Olivier Lasvernias pour l'introduction du propos du webinaire. Et tu veux pas qu'on se présente, les organisateurs ou... Eh ben, écoute, c'est toi qui as la main maintenant, Olivier, donc c'est toi qui décides comment on fait. Alors, je propose que les représentants du groupe éducation aux sciences et par les sciences qui sont là se présentent. Moi, je peux commencer. RAV s'est déjà présenté. Donc, moi, je suis Olivier Lasvernias, je suis président de l'Association française d'astronomie et donc, à ce titre, membre du CNAGEP et
je me trouve animateur du groupe Éducation aux sciences et par les sciences, et je représente aussi les associations d'éducation populaire au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, qui a été créé il y a quelques années auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministre de la culture. Voilà. Et par ailleurs, dans ma vie civile, je suis prof à l'université de Nanterre. Est-ce que les autres membres du groupe peuvent se présenter? Sophie? Bonjour, Sophie Guiraudon, je suis directrice de Planète Science, donc l'association nationale, tête de réseau de 8 délégations sur l'ensemble de la France et donc membre également de ce groupe. Bonjour, je suis Éric Pied-Noël, je suis directeur général de l'Association française d'astronomie que préside Olivier. Et Audrey? Bonjour, je suis Audrey Baudot, déléguée générale du CNAGEP. Alors, pour compléter, Hervé s'est déjà présenté tout à l'heure. Pour compléter, le groupe est composé d'autres membres. Normalement, il y a un représentant des CNEA et il y avait, malheureusement, jusqu'aux derniers événements assez dramatiques, un représentant de la Fédération française des MJC. Voilà. Et comme vous voyez, donc nous sommes, même si nous avons beaucoup de sympathie de beaucoup d'organisations, nous sommes un tout petit membre et un tout petit groupe avec très peu de membres. Et comme Hervé le signalait, ça va être un leitmotiv de cette réunion de vous dire qu'on aimerait bien ne pas être aussi isolé et vraiment avoir plus de représentation des divers membres du CNAGEP, voire même d'autres organisations d'ailleurs. Alors, je ne vais pas traîner parce qu'on est déjà un peu tendu dans le temps, puisqu'on a une fin prévue à 18h30. Au sein de ce groupe, effectivement, on travaille sur ces questions. Donc, éducation aux sciences et par les sciences. Hervé, tout à l'heure, a dit éducation populaire aux sciences et par les sciences, mais on s'intéresse aussi à tous les aspects, même ceux qui ne sont pas dans notre monde à nous. Ce qui nous intéresse plus généralement, c'est cette question, finalement, des rapports aux sciences, de la façon de les faire évoluer et de la façon de mieux les comprendre. Et de fait, c'est clair que depuis des décennies, la question des pratiques techniques, des pratiques technologiques, des activités scientifiques, activités de loisirs, relations, rapport aux sciences, éducation aux sciences, éducation par les sciences, c'est une des questions fondamentales de l'éducation populaire. Ça nourrit toute l'histoire de l'éducation populaire ces dernières décennies. C'est un sujet qui est important, essentiel, fondateur pour beaucoup de choses. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on se trouve dans une situation complètement paradoxale et très préoccupante. C'est-à-dire que malgré toute cette histoire au sein de l'éducation populaire et de nos mouvements, malgré des thématiques qui sont rappelées dans les discours politiques, dans les discours de tous les types d'acteurs autour de éducation aux sciences, éducation par les sciences, culture scientifique, technique et industrielle, relations sciences et société, maintenant sciences ouvertes, etc. Sciences participatives, bien entendu. Malgré tous ces discours-là, en fait, ce qu'on constate, c'est que la réflexion au sein de nos mouvements est complètement parcellaire et de plus en plus parcellaire. Et finalement, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on a quelques associations spécialisées qui sont impliquées sur ces questions-là, qui développent des types de pratiques, des types d'activités. On a beaucoup d'associations généralistes qui sont confrontées à des questions de ce genre-là, mais finalement, les lieux de parole entre nous sur ces questions sont finalement assez rares, sans doute parce qu'on a d'autres priorités, non pas parce qu'on considère que ce n'est pas intéressant, bien entendu, mais sans doute parce qu'on a d'autres priorités. Et en ce moment, évidemment, la crise de la Covid, mais pas seulement, les situations socioculturelles dans lesquelles on vit nous rappellent qu'on est dans
dans une complexité de relations et de rapports aux sciences vraiment préoccupante, quoi. On a à la fois ce à quoi on assiste, c'est à la fois, et c'est ce qui est marqué dans la lettre, c'est à la fois une espèce de montée de critiques virulentes de la science se rapprochant de théories complotistes, etc. Et puis en même temps, une montée de lobbying, de stratégie, de valorisation de la science, refusant toute critique, qui nous amène vraiment dans le paradoxe. On est perdu avec le fait d'être presque obligé de choisir un camp, soit on est dans la critique de science et à ce moment-là, on est immédiatement attaqué sur cette question-là, ou inversement, on est dans le lobbying pour une science positive, le progrès, etc. Et on est aussi critiqué dans tous les sens. Ça se complique aussi dans les pratiques qu'on développe, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'un certain nombre d'entre nous développent des situations de pratiques techniques, technologiques, etc., des ateliers. On travaille aussi sur des loisirs technoscientifiques, sur l'éducation à l'environnement, sur le développement d'éducation et moyens d'information, etc. Mais finalement, ces pratiques-là, elles sont saucissonnées, elles sont découpées dans des formats, dans des rythmes qui nous sont imposés, ce qui fait qu'on a très très peu le temps d'approfondir et nos activités, finalement, elles se retrouvent à ne pas approfondir la question du rapport aux sciences, de ne pas vraiment permettre un approfondissement de cette question de esprit critique, esprit scientifique, qu'est-ce que ça veut dire, ethos scientifique, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, nous avons écrit ce manifeste en disant il faut vraiment qu'on reprenne le problème de manière beaucoup plus globale et qu'on se mobilise dans nos différents réseaux pour redialoguer sur ces questions-là. Non, on n'a pas à choisir entre être complotiste ou être lobbyiste. On s'intéresse à quelque chose qui est essentiel pour le développement de l'éducation populaire de nos concitoyens, de nous-mêmes et de toutes les personnes avec qui on travaille, qui est cette capacité à réfléchir, à réfléchir à la construction de nos savoirs, à savoir ce qu'on peut appeler scientifique ou pas dans ces savoirs-là. Et c'est un dialogue et un échange et une coopération, une collaboration qu'on doit avoir tous ensemble sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on a envoyé cette lettre pour dire ne laissez pas cette question éducation aux sciences et pour les sciences simplement à des activités ponctuelles qu'on peut mener sur un coin de table ou dans un coin de terrain. Réfléchissons ensemble à la façon dont ce type d'activité, ce type de réflexion est réellement constitutif de l'éducation populaire. Voilà, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si j'ai été parfaitement clair, mais en gros, on est dans une situation qu'on trouve complètement paradoxale et vraiment préoccupante. Alors, est-ce qu'on peut-être mes camarades du groupe Éducation aux sciences et par les sciences peuvent réagir au nom de déjà de leur point de vue d'organisation, puis après, on démarrera la discussion. Hervé, Sophie. Oui, je crois qu'on a dans l'ordre, je ne sais pas si c'était écrit comme ça sur le papier, on avait mis Eric, Sophie, Hervé. Et juste une précision technique, Audrey, est-ce que tu as moyen de mettre dans le chat la lettre, parce que certains disent qu'ils ne l'ont pas eu. Alors, elle était dans le webinaire d'inscription, donc dans le webinaire qui annonçait, la petite communication qui annonçait, il y avait le lien vers la lettre, mais je vous la remets dans l'espace conversation. Et oui, je ne veux pas changer l'ordre parce que c'était peut-être écrit, mais peut-être qu'on peut commencer par écouter quelqu'un d'autre que Lafa, puisque je viens de parler déjà. Bah, Sophie, tu y vas, puis après je fais, et puis ce sera Eric qui terminera. On ne t'entend pas, Sophie, tu n'as pas ton micro. Vous ne lisez pas sur les lèvres encore? Et c'est petit, il y a trop de monde, c'est petit. Donc, effectivement, nous, Planète Science, on peut considérer, pour ceux qui nous connaissent, qu'on est effectivement une association, je dirais, un peu spécialisée, hein, puisqu'on ne fait que des sciences et des techniques. Et c'est vrai que parfois, on peut se sentir
un petit peu seul. On va fêter nos 60 ans l'année prochaine. Donc, par rapport à ça, on se dit qu'en 60 ans, un de nos objectifs, c'était de monter des clubs scientifiques, de faire des sciences au plus grand nombre de jeunes possible de 8 à 25 ans. Et que parfois, on a quand même un peu l'impression que c'est très laborieux, c'est pas si simple que ça, et que je pense qu'on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble, plus ensemble, et à trouver des façons de faire des passerelles pour que des associations qui ont un impact très fort et un maillage très fort sur le territoire, on puisse s'associer avec vous pour pouvoir avoir effectivement un déploiement beaucoup plus fort que celui qu'on a aujourd'hui. Et on voit bien que on est dans un système d'information extrême où tout le monde a accès à tout. Mais en fait, c'est un peu à tout et n'importe quoi. Et que même si nous, on prône depuis toujours la démarche expérimentale, la démarche de projet, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours si facile que ça à mettre en œuvre. Voilà ce que je pouvais dire en complément de ce qu'a dit Olivier pour l'instant. Donc, moi, je vais prendre le relais. Donc, je suis toujours Hervé Prévost de la Fédération nationale des Francas. Alors, je ne sais pas si je vais dire nous les Francas ou moi, c'est un peu les deux. La volonté d'écrire cette lettre, elle s'inscrit dans un moment de confusion, de grande confusion. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, la confusion, c'est une période où le doute est quasiment permanent dans l'opinion, dans la société, avec une dérive forte vers le complotisme. Et puis effectivement, en parallèle, le lobbying terrible du monde économique. Moi, j'avais posé ça suite à la lecture du livre de Stéphane Foucart, là, qui s'appelle « Les gardiens de la raison, la désinformation scientifique », qui, en résumé de résumé, montre comment le monde économique libéral, industriel, fabrique de l'information pour la confier telle qu'elle à des journalistes ou des médias qui, pour la plupart, ont quitté le champ du journalisme d'investigation scientifique. Et donc, sur un sujet nouveau scientifique, c'est beaucoup plus facile de prendre voilà, une brève, une actualité qui est fournie sans vérifier d'où elle vient. Et puis, grâce à ce groupe d'appui, j'ai aussi découvert le documentaire que vous avez peut-être vu, qui a été diffusé sur Arte, qui s'appelle « La fabrique de l'ignorance ». Et je vais juste prendre un exemple pour montrer que même quand on s'intéresse de près à ces sujets-là, on peut tomber de sa chaise. Et donc, un des exemples qui est montré dans ce film pour montrer la puissance de corruption du monde économique, c'est l'industrie du biphénol. Et le chercheur qui lutte contre ce lobbying industriel explique que c'est difficile de lutter contre cette industrie qui génère 2,4 millions de dollars par heure. Voilà, et j'avoue, juste ça m'a fait, voilà, ça m'a fait complètement tomber de ma chaise. Et du coup, ma préoccupation en tant que voilà, membre des Francas, c'est comment faire pour disséminer toujours plus l'esprit scientifique dans nos organisations, dans nos actions, partant du constat qu'on peut mener une activité scientifique et technique très pertinente d'un point de vue pédagogique, mais qui peut complètement laisser de côté la dimension réflexive sur justement ces pressions qui s'exercent sur la science, la manière dont la science se fabrique aujourd'hui, c'est-à-dire qui laisse complètement de côté la dimension et la réflexion politique. Et quand je disais que j'étais dans une grande confusion, c'est qu'en fait, je ne sais pas très bien comment faire aujourd'hui. Je suis persuadé que c'est un combat éducatif essentiel. Je vois à peu près comment on peut le mener vers les adultes, par exemple au travers d'universités populaires de l'éducation ou d'autres
actions de ce type. Je vois un peu moins comment ça peut se mener dans le champ de la formation, même si j'ai quelques idées. Et je vois encore moins aujourd'hui comment ça peut s'intégrer sans devenir quelque chose de complètement dogmatique dans les activités avec les enfants et les adolescents. Voilà, donc ça, c'est moi la raison qui m'a poussé à contribuer à cette lettre. Et juste dernière chose, on avait quand même peur, je pense qu'Olivier l'a dit, de se retrouver à pas très nombreux à ce webinaire, et on est quand même satisfait de voir que il y avait à peu près 80 personnes sans une énorme communication qui disent dans nos organisations, ça nous intéresse. Donc, je suis plein d'espoir. Donc c'est à moi de reprendre au nom de l'AFA ou à mon nom propre, donc Éric Pied-Noël. Voilà près de 30 ans qu'on milite, on va dire, pour rendre accessible la science, mais aussi rendre accessible le ciel, on va dire, à tout le monde, et qu'il ne soit pas simplement celui des croyances ou de l'astrologie ou des convictions. C'est-à-dire un ciel de son environnement, un ciel que l'on puisse comprendre, dont on puisse s'inspirer et qui nous permette de nous resituer dans notre environnement, mais aussi de mieux comprendre la mécanique, mieux comprendre les mathématiques, etc. Et en 30 ans, si on fait un peu le point, on a un peu le sentiment que c'est devenu le domaine, enfin, on est de moins en moins nombreux. Il y a de plus en plus d'intérêt, on va dire, de la part du public et des jeunes, où les jeunes n'ont jamais été désintéressés par l'astronomie, mais on se sent de plus en plus seul, comme s'il y avait une délégation de l'ensemble des adultes et des éducateurs à laisser cela aux animateurs spécialisés, à laisser ce champ-là de l'activité scientifique uniquement aux gens qui savent. Et du coup, il y a un espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on l'on constate constamment aujourd'hui sur le terrain, qui est de dire ne parle de science ou ne peuvent parler de science que des animateurs spécialisés et pas du tout des animateurs traditionnels, on va dire. Or, je pense que malheureusement et heureusement, ça doit passer par tous les éducateurs. On doit tous être convaincus de l'intérêt de l'esprit scientifique, ou en tout cas de l'esprit critique, comme une façon de relire, on va dire, ou de lire ou de mesurer les informations et le monde, et d'écrire le monde qui nous entoure. Donc, quand on a signé cette lettre-là, on était un peu, enfin en tout cas moi, un peu désespéré à se dire, après tout, le champ de l'esprit scientifique, le champ de l'esprit critique était réservé qu'à un tout petit nombre d'entre nous, et on ne serait pas du tout efficace, si on n'est pas du tout efficace si on reste entre nous. Et du coup, effectivement, la bonne surprise, c'est de vous voir aussi nombreux. C'est plutôt très rassurant, et en même temps on est assez peu nombreux si on se réfère au nombre d'éducateurs, on va dire, du champ de l'éducation populaire aujourd'hui qui peuvent se préoccuper de ces champs-là. Donc j'allais dire, pour nous, il y a un vrai enjeu à partager, à faire en sorte que ce ne soit pas que un débat de spécialistes et que ce soit un débat entre nous de faire en sorte comment on peut lutter un peu mieux contre les infox, comment on peut aider les jeunes et les moins jeunes à y voir un peu plus clair, à leur donner les outils méthodologiques en tout cas, pour qu'ils puissent s'emparer de ces sujets-là et avoir un regard critique sur la connaissance sans sombrer dans ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire une défiance de tout, et la science ne serait plus qu'une opinion parmi tant d'autres. Or, il y a évidemment beaucoup de dangers, et vous le savez aussi bien que nous, à verser dans ces débats uniquement d'opinion, où on finit par croire que cocorico, il n'y a que Thomas Pesquet qui va dans les étoiles et que c'est formidable, et qu'avant, il n'y avait personne d'autre qui allait dans la station spatiale. On s'émeut, et à juste titre, de l'intérêt d'être dans une station spatiale, mais pourquoi plus un Français qu'un Italien ou qu'un Espagnol?
Voilà, donc il y a plein de choses qui nous font réagir sur le fait qu'il faut que l'éducation populaire revienne au centre, on va dire, de ces préoccupations-là, de l'esprit critique et du partage, en tout cas. Merci, Eric. Je ne sais pas si Audrey, tu veux ajouter quelque chose ou non. Donc voilà, on vous a présenté ce qui nous avait amené à écrire. Donc nos camarades de l'AFF et des CMEA ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais pour cause, mais ils nous auraient aussi complété ce schéma-là. Voilà, nous, on est clairement là-dessus, c'est-à-dire que il nous semble qu'on est dans une situation réellement préoccupante et paradoxale, et la question, c'est de savoir comment on fait pour pouvoir être dans la situation d'agir ensemble et de réfléchir ensemble. Alors maintenant, dans la suite du conducteur subtilement préparé, on passe dans une phase qui est une phase où on vous écoute. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez réagir par écrit, puisque vous avez le chat qui permet d'écrire tranquillement, et nous, on va lire ce qui va arriver dans le chat, et on peut aussi, bien entendu, si vous le souhaitez, prendre la parole, mais directement, mais c'est un peu plus difficile à gérer vu qu'on a au moins plusieurs écrans à regarder en même temps. Hervé? Alors, c'est Audrey et Eric qui sont les animateurs de ce temps d'échange. Et donc, je pense que tout le monde connaît aussi la fonction de lever la main là, avec les petites icônes à notre disposition. Voilà, donc j'espère que parmi le pourcentage de gens qui disaient qu'ils avaient des précisions à apporter en contribution, vous allez oser le faire. Et puis aussi les gens qui disaient venir à ce webinaire pour une autre raison, qui étaient assez nombreux de pouvoir l'exprimer, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on pourra tout aborder là, mais… Il y a une main qui se lève. Une main qui se lève, Anne-Constance, qui demande la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Anne-Constance, je suis présidente de l'AFNEUS. Donc, c'est l'Association fédérative nationale des étudiantes et étudiants universitaires scientifiques, techniques et ingénierie. Du coup, je voulais participer à ce webinaire parce qu'on touche principalement, du coup, on représente en fait les étudiants en sciences. Donc, vous avez justement abordé les points de la jeunesse et comment travailler au niveau de la formation. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la formation, au niveau de l'esprit critique, je pense qu'il y a un grand travail à faire et que c'est quelque chose effectivement qui est un peu délaissé. Totalement ce que vous soulignez. Donc, je pense que nous, au travers de nos actions, c'est vrai qu'on a pour but de sensibiliser du coup les étudiants à justement cet esprit critique en mettant en place des actions au territoire avec nos associations du coup adhérentes. Et je pense qu'il y a un travail qui est à faire avec justement ces associations, peut-être pour essayer de justement avoir cet esprit critique et essayer d'améliorer ces choses-là, mais également du coup un travail qui est à faire au niveau de la formation et des directeurs avec les UFR scientifiques. Donc ça, c'est vraiment un point du coup très étudiant, je dirais, mais qui pourtant a son importance. Voilà. Une autre réaction? On peut peut-être dynamiser la prise de parole, si j'ose dire. Moi j'ai une vraie question qui est, est-ce que finalement, si cette question-là n'est plus au centre des préoccupations affichées de nos mouvements d'éducation populaire, c'est parce qu'on considère qu'on a d'autres priorités, et on les comprend très bien, on les vit aussi dans tous les mouvements. Hein. Est-ce que donc c'est parce que finalement c'est une question secondaire par rapport à d'autres, ou alors c'est parce que vous ne savez pas comment on pourrait en parler ensemble, ou alors est-ce que c'est parce que vous considérez que vous développez déjà des programmes et que finalement c'est satisfaisant tel que c'est, ou est-ce qu'encore il y a une autre raison qui fait que finalement
l'éducation populaire ne se positionne plus tellement sur ces questions-là. Alors, moi, je vais prendre la parole. Je n'ai pas trouvé la petite main informatique. Alors, je fais une petite main. Elle s'appelle Réaction. Elle s'appelle Réaction en bas de l'écran. Ah, Il y a réaction. un petit menu. Il faut déplacer la souris sur le bas de l'écran de Zoom et vous avez un petit truc qui s'appelle La vraie main, c'est bien aussi. Hein, donc oui, la main est Voilà. bien aussi. Voilà. Alors, moi, je suis donc Odile Forgignou. Je suis du milieu rural et de MJC. Hein, et je participe au COGEP à Metz. Hein. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on ne se préoccupe pas de cette… Puisque pratiquement dans tous les accueils collectifs de mineurs, par exemple, il y a des journées consacrées aux sciences. Et bien entendu, bon, c'est peut-être assez récent. Et souvent, ce sont… Alors, ben, on va donc utiliser les associations, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits débrouillards, par exemple, ou des choses comme ça. Je vois aussi que beaucoup d'artistes actuellement font des spectacles sur la science. Donc là, c'est aussi un mouvement qui a le vent en poupe complètement. Mais si en fait on s'en préoccupe aujourd'hui, hein, c'est qu'on sort d'une période où les fédérations ont été très malmenées par les financeurs. Il y a eu des fédérations qui ont capoté, qui ont mis la clé sous la porte, et on en sort maintenant. C'est-à-dire que les financeurs se rendent compte que finalement les fédérations sont utiles, mais maintenant. Donc du coup, on repart, et je crois que dans pratiquement tous les programmes des fédérations, la science a sa partie, a une partie importante. Mais ce qu'il faut, effectivement, c'est les rencontres telles que vous la proposez aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, faire des groupes, faire des réseaux, se donner des outils. Hein. Je pense qu'on est au contraire dans une très bonne période pour parler de ça, pour relancer la question. J'ai une question complémentaire du coup. Le relancer comment alors? La relancer cette question comment? Une demande de prise de parole de Laurence. Oui, bonjour à tous. Laurence pour les Scouts et Guides de France. Moi, je pense que sur ce sujet-là, une façon de réagir tous ensemble, c'est vraiment de mettre en place des activités pour les enfants. Alors, chez les Scouts et Guides de France, on n'est pas vraiment axé directement science. On peut pas le dire comme ça. Par contre, on se rend compte que quelque part, ça se diffuse quand même dans beaucoup d'activités. Si par exemple, on prend tout ce qui concerne le numérique, on a fait tout un rassemblement avec 22 000 jeunes autour de cette thématique. Et on leur a appris, par exemple, à déchiffrer une infox, savoir quels étaient les moyens pour se rendre compte si c'était vrai ou pas vrai, chercher à aiguiser son esprit critique. Et c'est surtout sur ce point de l'esprit critique que moi j'ai rejoint ce webinaire, hein, parce que ça me semble primordial. Leur apprendre dès le plus jeune âge à se poser les bonnes questions, à se dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que ça peut être vrai, est-ce que ça peut pas être vrai, je ne sais pas où est-ce que je peux chercher une vraie réponse. Tout ça, c'est des choses que nous, mouvement d'éducation populaire, on peut vraiment mettre en place au sein de nos différentes structures, au sein de nos différentes organisations, en fait. Voilà. Et puis, en ce moment, on est vraiment en plein dans cette réflexion. On est en train d'écrire notre prochain plan d'orientation et on réfléchit notamment autour des pédagogies et activités ancrées dans le 21e siècle. Et pour moi, aiguiser cet esprit critique, ça en fait réellement partie. Donc, voilà, on est tout oui et très intéressé par tout ce qui se dit. Voilà, prête à réagir et à intervenir à d'autres moments si ça s'y prête. Merci.
Il se passe des choses sur le chat là, donc je ne sais pas comment. On peut peut-être donner la parole à ceux qui ont écrit sur le chat. Ça, c'est voilà, ça, chacun fait aussi comme il le souhaite. Si vous voulez prendre la parole pour un peu expliquer ce que vous avez écrit, n'hésitez pas. Mais en même temps, si vous aviez juste envie de le poser là, il n'y a pas d'obligation non plus. On peut juste commenter, en attendant qu'il y ait d'autres prises de parole, effectivement, sur la confusion. Enfin, on est tous d'accord que tous les discours sur culture scientifique, technique, et encore plus culture scientifique, technique et industrielle, ils sont complètement perclus d'ambiguïté, de confusion, etc. Effectivement, par technique, technologie, technosciences, science, tout ça, c'est pas la même chose. Néanmoins, dans l'histoire de nos mouvements, on voit bien que les pratiques techniques sont une ouverture vers le développement de la réflexion, etc. On voit aussi qu'on a des tas d'ambiguïtés. Effectivement, même ce webinaire-là, il est fondé déjà sur une grosse ambiguïté entre esprit critique et esprit scientifique. Donc, on n'a pas le temps d'en discuter là, mais pour nous, c'est évident que ça serait l'objet d'un vrai travail tous ensemble. Il y a 50 000 façons de définir, après Bachelard et bien d'autres, de définir l'esprit scientifique, et effectivement, c'est pas forcément la même chose. De même que éducation moyen d'information, c'est pas la même chose que éducation aux sciences par les sciences, mais les passerelles sont très importantes. Alors, Rémi, qui écrit dans l'espace, ne peut pas prendre la parole pour cause technique, pour le coup. Donc, du coup, on peut en effet, comme tu le disais, Olivier, relire en effet qu'il insistait sur cette confusion en effet entre éducation scientifique et éducation technique. Et d'ailleurs, on peut peut-être aussi partager le fait que dans la préparation de ce webinaire, dans ce groupe d'appui, on a souvent discuté justement de la différence, en tous les cas, ou de cette interrogation entre le fait d'avoir des activités, de pouvoir mener des activités de découverte scientifique, étant entendu que c'est une chose, mais comment à un moment donné entrer, ou en tous les cas être dans une démarche d'esprit scientifique peut constituer à aller vers un esprit plus critique et qui permet de penser, de regarder, d'analyser, en tous les cas d'appréhender des questions de société qui sont bien plus larges en fait. Et voilà, comment tout ça peut être relié ou pas. Et en effet, c'était bien la question, je pense, qu'on s'est posée. Voilà, comment tout ça peut être relié, comment tout ça doit être relié pour aller vers cette construction d'un esprit critique. Oui, qui n'est pas forcément évident finalement. Oui, et il y a aussi la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'effectivement, on est tous convaincus, je pense, hein, si vous ne l'êtes pas, il faut absolument le dire, mais on est tous convaincus qu'il y a un rapport essentiel entre le développement de l'esprit critique et puis des pratiques techniques, technoscientifiques, scientifiques qu'on peut avoir, c'est sûr. Ce n'est pas le seul moyen, bien entendu, du développement, et ce n'est pas la seule dimension. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, le saucissonnage de nos activités, qui est quand même une caractéristique commune aujourd'hui, en petits ateliers, en petites choses comme ça, avec des pratiques qui sont malheureusement beaucoup plus hachées, ça rend la question d'une transformation à long terme, d'un développement à long terme de l'esprit critique beaucoup plus compliquée. Et on voit bien que ce n'est pas parce qu'on a fait une fois on a vécu une expérience de pratique technoscientifique que forcément ça développe l'esprit critique. Ça peut être aussi, c'est pareil, et c'est pas du tout une vision péjorative, bien au contraire, mais c'est pareil sur les actions arts et sciences dont on parlait tout à l'heure, ou c'est pareil sur les ateliers, quelle que soit la nature, même un atelier éducation à l'environnement, un atelier microfusée, un atelier regarder la Lune, etc.
ça ne veut pas forcément dire le développement de l'esprit critique, c'est clair. Et du coup, la question, c'est ce travail dans la durée, dans la temporalité longue, qui est très important. Sinon, ça devient la consommation d'un loisir ou d'une activité parmi d'autres qui n'a pas forcément d'impact. Voilà. Alors, je ne sais pas si ma main a été levée. Est-ce qu'elle a été levée? Oui. Quelque chose. Ah, c'est bien. Ben, pour la continuité, effectivement, je pense que c'est si on arrive à travailler avec l'école, parce que l'école, elle, travaille l'esprit critique, mais dans les textes de loi aujourd'hui, effectivement, tout nous incite à travailler avec l'école, ce qui n'était pas si évident il y a 20 ans. À 20 ans, l'école était un véritable bunker et puis on ne pouvait pas y rentrer. Aujourd'hui, on peut y rentrer plus facilement. Mais c'est vrai que construire quelque chose avec les enseignants, pour l'instant, ce n'est pas encore fait, quoi. Mais il me semble, pour moi, c'est une priorité, effectivement. Mais c'est très difficile, je reconnais. Pour une raison assez simple aussi, c'est que ces textes qui nous disent que toute l'éducation doit être faite avec le temps scolaire et extrascolaire, en fait, personne ne les lit et personne ne réfléchit sur ces textes-là. Je prends par exemple la charte de l'éducation artistique et culturelle qui entre, où la science entre aussi à l'intérieur par différents moyens. Personne ne le lit. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage. Alors, nous avons Marie qui a demandé la parole. Oui. Je vais essayer de mettre ma vidéo. C'est plus agréable. Ah oui, voilà. Donc, merci de me donner la parole. Donc, moi, je suis Marie Lemay, je travaille à Ombelli Science, qui est l'association régionale qui œuvre comme animatrice du réseau des acteurs de culture scientifique en Hauts-de-France. Et en fait, j'ai un parcours un peu particulier qui m'amène aussi à être là aujourd'hui. Avant, j'ai été coordinatrice du CRAGEP à l'époque Picardie. Donc, je viens plutôt de l'éducation populaire avec un bagage en sciences humaines et sociales. Et voilà, donc tout ça m'amène aussi à apporter un regard particulier et situé sur les questions que vous posez. Et je voulais réagir par rapport à la question que vous posiez, Olivier Lavernia, sur pourquoi il y a une sorte pourquoi la culture scientifique ferait peut-être moins problème ou moins sujet aujourd'hui pour l'éducation populaire. Du coup, moi, je vois la question de l'autre côté. Du côté des acteurs de culture scientifique, en tout cas, ce que je vois ici, en Hauts-de-France, quand on essaie d'approcher les acteurs d'éducation populaire que je connais pour avoir travaillé avec eux et pour maintenant leur dire comment on pourrait travailler ensemble sur des questions de sciences, souvent il y a un sentiment de la part des animateurs avec lesquels je voudrais travailler, de centres sociaux ou voilà, de centres de loisirs, un sentiment d'illégitimité à parler des sciences, aussi du fait de leur parcours et de leur qualification. Souvent les animateurs, si on regarde la sociologie de ce groupe-là, c'est des gens qui ont été souvent un peu fâchés avec l'école et pour qui les sciences représentent un peu ces savoirs scolaires pour lesquels ils ont eu du mal à s'approprier, pardon. Et du coup, ça leur semble un peu loin d'eux. Ils ont l'impression qu'il faut un gros bagage scolaire pour parler de sciences dans leur structure. Alors, sauf ceux qui ont eu le plaisir de rencontrer Planète Science ou les petits débrouillards, mais finalement, ce n'est pas la majorité des animateurs. Et du coup, il y a tout ce travail-là aussi à faire, de déconstruire les a priori sur le fait que les sciences, c'est forcément très scolaire et très compliqué. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on fait, là, pour parler un peu en termes d'action. C'est ce qu'on aimerait développer davantage aussi en Ombelli Science, c'est de se rapprocher du CRAGEP. Là, on est en train de travailler avec le CRAGEP Hauts-de-France là-dessus. On se rapproche aussi de la Fédération des centres sociaux des pays Picard pour sensibiliser des animateurs aux sciences et leur montrer que ce n'est pas forcément aussi compliqué que les a priori qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est pour donner un petit peu des exemples. Et puis, je pense qu'à l'inverse, il y a un a priori aussi, je ressens ça du côté des acteurs de culture scientifique qui sont loin de l'éducation populaire,
les acteurs de culture scientifique sont aussi pour beaucoup leur public principal, c'est les publics scolaires. Et donc, ils vont penser la question des sciences aussi sur un mode apprentissage scolaire avec une finalité, le savoir pour le savoir. Il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus, mais voilà, en tout cas, c'est leur ambition. Il n'y a pas le savoir qui émancipe comme on peut avoir du côté de l'éducation populaire. Donc, en fait, il y a des visions assez différentes des deux côtés qui font que parfois, ça ne se rencontre pas. Enfin, moi, je le sens comme ça. Après, c'est mon point de vue, hein, qui n'est peut-être pas partagé par tous, mais voilà. Et un peu pour ouvrir sur les actions l'idée aujourd'hui, c'est de bâtir des perspectives d'action un peu concrètes, au-delà aussi des propos un peu réflexifs qu'on peut avoir. Enfin, moi, je trouve que ce serait intéressant d'approfondir ces relations entre les méthodes et les finalités des acteurs de l'éducation populaire qui font des sciences et techniques, et à l'inverse, les modalités de médiation des acteurs pur jus, culture scientifique, qui sont un peu loin de l'éduc-pop. Je pense qu'il y a une acculturation qui peut être très vertueuse. Les acteurs de l'éducation populaire, ils ont plein de méthodes très dynamiques, très ludiques, dont les acteurs de culture scientifique pourraient s'approprier. Voilà. Je ne vais peut-être pas faire trop long, mais après, je pense qu'il y a aussi plein de choses à faire du côté des sciences humaines et sociales, et que là, il y a aussi un champ à explorer, à approfondir du côté de la culture scientifique qui s'est beaucoup plus développée en astronomie, en culture, en sciences dites dures, entre guillemets, et beaucoup moins en sociologie, en histoire, en économie ou en géographie, alors que là aussi, pour forger l'esprit critique et se faire des opinions sur les questions de société, ce serait riche. Voilà, je m'arrête là. Il y a quelques réactions sur le chat aussi, si vous... de discussion d'Anthony, de Magali. Alors, je ne sais pas si vous voulez les commenter. Moi, je peux faire une réaction s'il n'y a pas de commentaires pour l'instant. La question du rapport à l'école, elle est vraiment très, très liée à l'âge et liée à l'évolution scolaire, c'est-à-dire de l'enfant. C'est-à-dire que dans le primaire, finalement, tout va bien. À partir du moment où on arrive au collège et si on continue dans le lycée, que ce soit lycée technologique, lycée professionnel ou lycée général, on se retrouve dans un système où là, ce qui opère, c'est la sélection par les maths. Donc, ce qui était quelque chose qui est vraiment le partage du savoir, de la découverte, le plaisir de l'activité, etc., bascule dans un autre modèle. Donc, c'est sûr que la question de l'empreinte scolaire, la question de la façon dont fonctionne le système de l'enseignement secondaire, c'est un vrai objet. Et là, il me semble qu'on a une responsabilité, on a une responsabilité collective en tant qu'acteur de l'éducation populaire et même plus généralement acteur de la culture scientifique, hein, sur la façon dont on regarde quelle empreinte donne le système scolaire aux jeunes adultes et aux adultes ensuite de ce qu'est l'activité scientifique, qui en plus, effectivement, ne comprend pas les sciences humaines et sociales, quoi. Mais c'est clair. Alors, il y a une remarque de Xavier là dans le chat. Oui, on peut peut-être la partager Oui. sur cette question-là. L'objectif n'est pas de diffuser de la science, mais bien si en tout cas l'objectif c'est de diffuser de la science, c'est pas ou de développer l'esprit critique. Pas besoin d'avoir un doctorat pour susciter l'esprit critique ou le besoin de vérifier l'information. Avec cette précision-là, je ne suis pas médecin.
mais je fais plus confiance à l'ARS en matière de Covid et moins confiance aux infos de BFM. Et c'est vrai que ça fait écho à ce que nous a partagé Marie, mais les animateurs qui se sentent pas légitimes à être peut-être sur ces enjeux-là ou sur ces questions-là, alors que pour le coup, il n'est pas attendu d'eux, en effet, qu'ils fassent une conférence de 8 heures sur des enjeux scientifiques, mais bien de pouvoir donner envie à des enfants, à des jeunes, à des ados, d'être curieux, d'avoir envie d'aller chercher, d'avoir envie de découvrir, etc. Et donc, c'est aussi renouer avec cette envie d'aller chercher de l'information, de vérifier, voilà, de prendre le temps d'en discuter à plusieurs, etc. Et ça, et voilà, il y a aussi cet enjeu-là, en effet, qui n'est pas du tout lié à des connaissances scientifiques, parce que l'animateur peut ne pas avoir réponse aux questions, mais avoir envie d'aller chercher des réponses avec les enfants et les jeunes, pareil. Donc, il y a vraiment toute cette dimension-là qui est à échanger aussi. Il y a peut-être une... Alors, je ne sais pas si c'est une notion, je pourrais rajouter... Je vais laisser Hervé après prendre la parole, mais j'en profite parce que j'ai commencé avant qu'il lève la main. Il y a dans le chat, là, on voit souvent des infox, enfin, en gros, l'esprit critique comme manière de lutter contre les infox, on va dire, ce qui est vrai, évidemment. Mais il y a peut-être aussi une notion supplémentaire avec la science, c'est-à-dire que la défiance de la science actuellement nécessite aussi qu'on puisse regarder la science comme un objet vivant, mais en même temps de s'appuyer non pas que sur des sources, mais sur ce qu'est la science vraiment, comment elle se fabrique et comment fonctionne la recherche, mais aussi qu'on ne peut pas nécessairement remettre en question la science parce que sinon il n'y a plus rien de tangible. Donc il y a peut-être une notion supplémentaire à l'esprit critique. Ça c'est pas simplement exercer son pouvoir, on va dire, de lutter contre les infox, parce que entre deux débats scientifiques, qui a la vérité, et on l'a bien vu sur le Covid, que c'est une notion qui bouge et que c'est normal que ça bouge, en tout cas en termes scientifiques. Donc cette notion-là, il faut que chacun puisse l'intégrer et effectivement, il ne s'agit pas d'avoir un doctorat, mais de bien comprendre comment elle fonctionne. Hervé ? Oui, quelques réactions. Alors, c'est un peu compliqué l'échange quand c'est entre oral et écrit, mais bon, tant pis, je me plie au jeu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'assume le fait aussi de diffuser dans les activités que l'on mène de la connaissance. Quand on mène des animations Petit Ours de façon conjointe, les Francas avec l'AFA, bien entendu, il y a la question de l'apprentissage de l'interculturel, de l'esprit critique, du sens de l'observation. Mais si à la fin de l'animation, les enfants ont pu acquérir des notions scientifiques et astronomiques, ça me convient très bien. Je ne dis pas que ce qui était écrit dans le chat signifiait l'inverse, mais en tout cas, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ça m'intéressera qu'à un moment donné, on ait, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais la possibilité de reconnaître ceux qui participent et ceux qui ne participent pas à la formation de l'esprit critique. Parce que quelqu'un l'avait dit tout à l'heure dans le chat, toute activité du champ scientifique et technique ne convoque pas l'esprit critique et l'esprit scientifique. Et parfois, c'est là où c'est intéressant de désaucissonner, ou en tout cas de regarder ce qui se passe ailleurs. Une pratique d'éducation artistique, quand on confronte des enfants qui n'ont jamais été à de l'art contemporain, par exemple, je pense que ça participe beaucoup plus à la formation de l'esprit critique que certaines activités dites scientifiques et techniques. Donc je pense que ça, il faudra qu'on puisse accompagner nos animateurs, nos équipes, dans les activités scientifiques et techniques aussi, à ouvrir des fenêtres vers la
vers plus de critiques et, je réinsiste sur ce que je disais en préambule, réouvrir des fenêtres sur la réalité de la science qu'ils ont pu manipuler autour d'une activité caisse à savon, robotique, astronomie, etc. Parce que si on n'a pas cette dimension de la science effectivement, qui existe en vrai, Eric prenait l'exemple de Thomas Pesquet, voilà, si on mène actuellement un atelier autour de l'espace ou de l'astronomie, sans doute qu'on va parler de Thomas Pesquet, mais effectivement, il faut sortir un peu du nombril. Non, la France n'a pas tout inventé. Les sciences, elles se sont fabriquées depuis très longtemps ailleurs. Voilà. Et la dernière chose, c'est la question de la légitimité des acteurs là, de l'éducation populaire qui a été soulevée par Marie Lemay, je crois. Effectivement, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et là, on a vraiment une action forte à mener toujours et toujours et toujours et encore, de faire monter les gens et en compétences et en légitimité. Voilà, donc, il faut qu'on trouve des formes facilitantes, parce que c'est une chose de le dire, c'est autre chose de réussir à le faire et de réussir à mobiliser les acteurs et les actrices dans cette direction. La toute dernière chose, je reviens aussi sur un sujet qui a été évoqué, je crois, par la première intervenante d'une MJC, qui dit qu'en fait, il y a beaucoup d'actions qui se mènent sur le terrain, qu'on est très nombreux, très nombreuses à en mener. Moi, je dis, vérifions ça. Et donc, peut-être qu'une possibilité, ça serait d'envoyer aux 60 participants, là, une fameuse enquête qu'on avait essayé de diffuser au sein du groupe Éducation aux sciences par les sciences il y a quelques années et on s'était sans doute mal pris pour la diffuser. Mais je pense qu'effectivement, c'est important de réussir à se compter un peu et à vérifier si, oui ou non, l'éducation populaire est la première actrice de culture scientifique en France, puisque c'est une hypothèse qu'on avait faite il y a quelques années, sauf que Après l'école. On n'a pas les chiffres. Après l'école. Oui, après l'école. Non, je parlais des acteurs, oui, effectivement, pas institutionnels. Oui. Juste, je réinsiste sur un point, parce que je vois on approche de la fin. Je réinsiste vraiment sur l'histoire du temps long, c'est-à-dire que clairement, c'est pas un atelier de 45 minutes qui développe l'esprit critique, et c'est même pas, même si on a une activité qui est très centrée débunkage d'un Fox ou méthode expérimentale, observation de quelque chose, etc. Clairement, c'est pas une activité de 45 minutes qui peut prétendre développer l'esprit critique. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit dans le chat, c'est-à-dire que pour moi, l'esprit critique, c'est quelque chose qui se construit dans la durée, qui fait partie d'une évolution permanente, y compris pour l'adulte, etc. Et la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, nos séquences sont de plus en plus hachées. Alors, j'ai bien lu ce qui a été dit sur les BAFA, etc. Mais disons, on voit bien que la disparition de nos formes traditionnelles de centres de vacances, etc., transforme aussi complètement le rapport à la temporalité. Et finalement, on met nos activités dans ce modèle de la consommation hachée. Et la question d'un développement réel, d'un esprit critique, d'un ethos de réflexion, etc., bien entendu, c'est quelque chose de transversal qui se fait forcément avec les parents, l'école, etc., dans la durée, quoi. Et il y a des petites séquences d'activités qui peuvent même être complètement contre-productives. Et la nécessité, c'est d'avoir une réflexion et des modèles d'action partagés, quoi. Tout à l'heure, Hervé, si je peux juste
un peu accentuer ce que tu dis aussi, Olivier, puisque tu disais aussi tout à l'heure, Hervé, sur le volet aussi économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément les moyens financiers de mener des projets longs et des projets qui, effectivement, permettent d'inscrire dans la durée des vrais projets scolaires qui, ou non d'ailleurs, ou en périscolaire, en club, dans les centres sociaux, dans les MJC, qui commencent au 1er septembre et qui terminent en fin d'année par la présentation, un concours, un challenge, qui va réunir aussi un ensemble de jeunes qui auraient pu participer à des activités. Et je pense que le volet économique et la notion de consommation est aussi un des effets aujourd'hui qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à effectivement avoir le temps de développer cet esprit critique, parce qu'il ne se décrète pas effectivement en allant, je prends l'exemple, en allant dans un Fab Lab une fois de temps en temps. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que ça. En fait, la crainte, j'ai vu qu'Odile voulait parler, mais je finis juste ma phrase. La crainte qu'on a, elle est un peu en filigrane, il me semble, c'est qu'on voit bien qu'il y a un risque d'aller vers un modèle où il faudrait des animateurs spécialisés qu'on mobiliserait, qui feraient leur petite séquence de 45 minutes, et puis voilà, et finalement, on s'en dessaisit complètement là-dessus. Et pour nous, il y a vraiment d'autres mondes possibles que celui-là, et ces mondes, effectivement, c'est partage, formation des animateurs, développement d'activités transversales, etc. Mais encore faut-il qu'on arrive à s'en donner les moyens, quoi, et à trouver les ressources socio-économiques pour le faire. Odile donne de la parole. Voilà. Là aussi, parmi les lois qui sont tombées, par exemple, le PEDT. Le PEDT, c'est, à mon avis, un outil dont on ne se saisit pas suffisamment, mais c'est justement un document qui pourrait permettre, par exemple, à différentes associations qui participent, par exemple, à un accueil collectif de mineurs, par exemple, de se mettre d'accord sur un objectif. Si, par exemple, l'objectif est de dire, ben voilà, on va travailler sur l'esprit critique, on arrive à reconstituer du temps long avec, par exemple, un artiste qui va travailler sur la science, plus un autre intervenant qui va être véritablement scientifique, puis une exposition d'art contemporain, etc. Mais il faut qu'au départ, nous, on ait une coordination et puis une volonté. On arrive à convaincre les gens qui, au lieu de faire chacun dans son coin quelque chose d'intéressant, mais qui effectivement du temps court, on arrive à avoir un objectif commun et qui est organisé. Et en fait, le PEDT, la loi sur le PEDT, c'est exactement ça qu'il demande. Il demande qu'il y ait de la cohérence entre différentes actions et différents acteurs. Moi, je pense qu'on a des outils au niveau des lois. Tous les textes qui sont sortis depuis 2008, ils nous aident, mais hélas, ils sont un peu laissés de côté. Oui, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Oui, François Beauvais de la MJC d'Uzès, donc dans le Gard. Et nous, on a la chance d'avoir eu des très bonnes expériences, d'avoir toujours des très bonnes expériences grâce à nos animatrices et animateurs qui, d'une part, expérimentent, en particulier en art plastique, on a des choses étonnantes, mais aussi dans le domaine de la presse, avec une intervention donc, dans un collège pour faire de la radio, avec donc faire des petits journaux avec toute la question à ce moment-là. Donc, d'une part, expérimenter ce qu'est une radio et le débat sur les sources, comment est-ce que ça fonctionne.
On a eu d'autres expériences aussi étonnantes au niveau de l'art plastique, avec des visites de musées, et puis l'animatrice qui non seulement a apporté sa compétence en tant qu'elle était une artiste créant elle-même, mais en interpellant, en créant un débat avec les participants pour justement s'interroger sur l'art moderne, sur l'art à travers les âges. On a eu aussi des expériences comme ça avec l'informatique, où on a commencé au tout début avec les ZX80, ça rappellera quelque chose de plus ancien, donc sur le tout début de l'informatique avec la programmation basique et avec des toutes petites mémoires, c'était assez extraordinaire, mais avec là aussi, donc, comment est-ce que l'on crée, comment est-ce qu'on réfléchit. Et en fait, le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, où là on a beaucoup plus de difficultés, c'est par rapport aux échéances électorales, pour faire ce travail d'information civique. Et là, c'est la nécessité d'avoir un débat et donc trouver différents partenaires pour que ça ne soit pas justement un seul point de vue qui soit présenté, avec deux choses. D'une part, présenter les institutions, expliquer comment ça fonctionne, et deuxièmement, essayer d'avoir des candidats alternatifs avec donc une palette assez large. Et là, ça devient extrêmement difficile parce que dans la situation actuelle, d'une part, le conseil de ministre a peur en disant on ne peut pas s'engager sinon on risque d'avoir des baisses de subventions par le retour de bâton de la part de la mairie ou d'autres. Et donc ça, c'est toute la discussion du fait qu'en plus des animateurs, c'est le conseil de maison, le conseil d'administration qui est très sollicité pour arriver à faire lancer ce débat et faire que cet esprit critique se développe dans l'ensemble de la maison. Le débat, c'est nécessaire à toute expérimentation. Il y a des nouveaux messages dans le chat, hein, parce que tout le monde est en train de lire. Oui, ce qui ressort des derniers messages, c'est vraiment cette importance à la fois de pouvoir travailler avec les animateurs et les animatrices à eux-mêmes la question à la fois de leur légitimité, mais du coup, ce qu'on disait, c'est vrai tout à l'heure, c'est à la fois faire monter, parce que Hervé précisait sur faire monter les animateurs en compétences et en légitimité, donc du coup, de pouvoir s'assurer de ces deux aspects. Et puis, ce qui ressortait également là dans l'espace écrit, c'est aussi cette notion bien sûr, d'expérimentation et d'expérience, et qui rejoint aussi la question du temps, du coup, parce que c'est aussi prendre le temps de se permettre d'expérimenter, d'interroger, d'analyser, de revenir, de discuter en collectif, de s'interroger seul, de revenir ensuite de nouveau en discutant en collectif. Enfin, voilà, Oui. Tout ceci suppose aussi du temps et que ça, c'est pas toujours ce qui est donné. Oui, puisqu'il, enfin, clairement, malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, une petite expérience ne suffit pas à développer l'esprit critique. Enfin, c'est pas la même échelle. Je raconte toujours l'histoire du type qui vérifie que la Terre est plate en faisant un vol-avion avec un niveau à bulles qui filme avec son téléphone. Une petite expérience de 45 minutes développe vraiment pas forcément l'esprit critique, quoi. Donc, le problème du sujet, c'est aussi à qui on fait confiance, qu'est-ce que c'est que le consensus, comment se construit la connaissance collective, etc. Et ça se joue vraiment dans le temps. Alors, je suis d'accord avec Xavier, elle peut susciter l'envie d'aller plus loin, absolument, mais ça veut dire qu'il y a d'autres séquences qui la suivent. Sinon, elle peut être effectivement contre-productive. On a un stock d'expériences faciles à faire prouvant que la Terre est plate. Clair. Mais je suis d'accord, bien sûr, il faut absolument en faire, mais il faut se donner les moyens de les suivre, quoi. Justement, d'aller plus loin. Il est dit, je ne voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il est 18h24.
Elle est plate par endroits, la Terre, en fait. Je crois qu'elle est plate quand on est près du sol. Et dès qu'on monte, elle a l'air moins plate. Donc, tu veux dire que tout est une question de point de vue? De hauteur sur l'horizon, de hauteur sur l'horizon. 18h24. Sophie, peut-être à toi la parole pour Je pense que ce qu'on a effectivement évoqué là rapidement, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait que on a tous très envie de développer l'esprit critique, et aussi bien avec les sciences ou avec d'autres outils, et d'aller vers effectivement l'émancipation. Après, on a évoqué quand même la question à plusieurs reprises, il me semble, est-ce que tu disais aussi, Audrey, tout à l'heure, d'accompagner les animateurs en compétences et en légitimité. Et là, il y a sans doute des choses à faire entre nous. On a évoqué l'envie de travailler, en tous les cas, ensemble, de travailler sur des outils communs. Et puis d'utiliser aussi ce que disait Odile, ou un certain nombre de dispositifs qui existent, et que peut-être à effectivement les explorer et les utiliser davantage. On parlait en début de réunion de se dire qu'on avait très envie d'élargir ce groupe. Donc, du coup, on ne l'a peut-être pas suffisamment répété au fil de la discussion, mais en tous les cas, aujourd'hui, l'idée, c'est bien de faire un appel à rejoindre le groupe que l'on constitue là à quelques-uns, pour justement enrichir un petit peu et développer toutes les idées qui ont pu être émises pendant cette heure et demie, heure et quart de partage. Voilà. Après, à vous de compléter. Hervé a reposé une petite question dans l'espace écrit pour celles et ceux qui utilisent l'espace écrit. Moi, je veux bien juste, effectivement, le message que j'ai envoyé dans le chat, c'est comme il y avait 70% d'autres raisons de participer au webinaire que les sujets de la lettre, c'est intéressant qu'on puisse les avoir, parce que ça peut être de la matière pour continuer des travaux du groupe, d'autres travaux. Et en tout cas, moi, je ressors avec des avis qui m'ont enrichi, mais quand même aussi, je pense, la nécessité de préciser, sans y passer des séminaires entiers, à la distinction entre l'esprit critique et l'esprit scientifique, parce que je pense qu'on a quand même, enfin, depuis le début, on mélange un peu les deux. C'est vrai qu'ils viennent sans doute se chevaucher, et je dis juste que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup au moment où, en plus, dans une organisation comme les Franca, se développent les discussions philo, qui viennent rajouter, je pense, dans mon esprit, quand même pas mal de confusion par rapport à l'esprit scientifique, à la méthode de raisonnement scientifique, mais voilà, j'ouvre une nouvelle piste pour plus tard. Pour moi, c'est clair. Enfin, même dans la rédaction de la lettre, on s'est déjà posé évidemment toutes ces questions-là. Il y a une question qui me semble on n'a pas pu creuser forcément faute de temps, mais qui est vraiment au cœur du truc, c'est cette histoire de la possibilité de se situer entre le lobbying et le complotisme. C'est vraiment ça le truc, c'est-à-dire que si on se dit, voilà, nos activités, elles ont pour rôle d'aider à ce que des jeunes ou des adultes puissent exprimer leur esprit critique, sortir d'une espèce de pensée unique, tester des choses,
se demander qu'est-ce qu'ils pensent, où est la vérité, etc. En fait, dans le domaine des sciences et de la technologie, on est tout de suite confronté à ce truc. Si vous ne pensez pas comme nous, c'est que vous refusez la science. Voilà. Et il me semble que c'est un des cœurs de problème. C'est-à-dire que, oui, des activités où on s'entraîne à débusquer des fausses évidences, des trucs, ça c'est facile. Après, être capable de comprendre comment se construit la connaissance scientifique avec ce que ça oblige à accepter comme modèle théorique, comme connaissance déjà acquise, c'est le gros problème, quoi. C'est que effectivement, il faut être dans un système qui est suffisamment bienveillant pour qu'on puisse aller dire je ne suis pas convaincu par telle chose sans pour autant immédiatement rentrer dans une théorie du complot. Voilà. Je lis le chat. Donc, en clair, pour maintenant qu'il est 30, nous, au nom du... Je ne sais pas si je peux parler au nom du groupe Éducation aux sciences et par les sciences, mais je pense que ce qui serait bien, c'est que nous, on essaie de vous proposer une suite, alors soit sous la forme d'un second webinaire, soit sous la forme d'une action un peu plus structurée dans les mois qui viennent pour faire qu'on ait un cadre d'échange qui nous permette d'aller plus loin. Et un cadre d'échange qui traite de ces questions-là, formation des animateurs, question de légitimité, question des moyens, du temps, et surtout échange d'expériences, retour d'expérience sur nos actions respectives. Je ne sais pas si mes camarades veulent ajouter quelque chose. Il y a juste un dernier mot dans les secondes qui restent. Je crois que c'est Laurence qui évoquait une université d'été sur la question de l'esprit critique. Je pense que on voit aujourd'hui, on l'a vu en préparant aussi ce webinaire, qu'il y a quand même une espèce de convergence d'initiatives diverses et variées sur ces sujets. Je pense que c'est très intéressant qu'on puisse les connaître. De savoir si c'est ouvert, si c'est pas ouvert, s'il y aura des comptes rendus par exemple. Et de la même façon, tout à l'heure, là, on parlait de la fabrique de l'ignorance, le documentaire, enfin, qu'on puisse aussi mettre à disposition ces ressources. Donc ça, il va falloir qu'on trouve une forme. Là, on verra ça avec Audrey. Mais en tout cas, si vous avez des informations à transmettre pour quelque chose qui pourrait ressembler à une... je ne sais pas, enfin, en tout cas, un mail d'information, n'hésitez peut-être pas à le faire remonter rapidement auprès du CNAGEP pour que ça puisse être compilé et ensuite échangé entre nous. Voilà. Il faut qu'on trouve une forme de plateforme, une espèce de plateforme dans laquelle on peut échanger des ressources ou proposer des choses ou dialoguer, quoi. Ça, c'est clair. Après, la forme et la temporalité, c'est... faut qu'on l'invente, quoi. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé, comme le disait Olivier au départ, intéressé pour rejoindre le groupe d'appui, vous pouvez en effet nous faire un petit mail à CNAGEP et comme ça, vous pourrez, on vous donnera la date de la prochaine réunion là, qui n'est pas fixée et puis on pourra voir ensemble à poursuivre justement ces enjeux-là. Carrément, n'hésitez pas en tous les cas à faire un petit mail à CNAGEP. Oui. On a besoin de soutien. Enfin, de soutien, on a besoin de partenaires pour réfléchir. Je ne sais pas, est-ce qu'on avait prévu que quelqu'un disait au revoir? Oui, c'était toi, Olivier, qui devait dire. Alors, on dit au revoir. On vous remercie vivement de votre participation et on se retrouve très vite dans un tiers-lieu qui reste à préciser.